Mes premières années à Paris, je prenais souvent le métro, même à des horaires tardifs. Et toutes les personnes qui prennent les transports en commun savent que il y a forcément un moment dans ta semaine où tu vas être confronté à un ref qui est complètement bourré. Mais bourré de chez bourré. Imprévisible, tu sais pas trop s'il va s'adresser à toi ou s'il va se faire du mal. À chaque fois, ça m'activait. Et j'étais mal pendant 3 heures après, en mode, soit ça pouvait me créer une crise d'angoisse, c'est un PTSD que j'avais, qui était lié à mon histoire avec mon daron et avec son alcoolisme avancé, quoi. Et le truc, c'est que c'est pour ça que je vous dis que dans la vraie vie, vous pouvez pas mettre de trigger warning. Le ref, quand il arrive bourré dans la rame de métro et que vous savez qu'il vous reste encore 20 minutes de métro, mais moi, à aucun moment, le ref, il rentre et il dit « Trigger warning, alcoolisme !» Il y a beaucoup de contenu sur la place de la prison aujourd'hui, sur la justice punitive et sur la justice restauratrice. Un point d'entrée intéressant, je trouve, c'est Je verrai toujours vos visages, le film qui est sorti il y a 2 ans, qui montre des ateliers de justice restauratrice en prison. Je trouve que c'est très intéressant pour se poser des questions sur la réparation, sur la position de victime. Et il y a quelques angles morts sortis l'an dernier. Ouais. Il y a quelques angles morts sur ce sujet, bien entendu, parce que tu peux pas tout mettre dans un film que tu veux grand public pendant 1h30. Mais c'est une bonne porte d'entrée. Et Justin, il m'a fait découvrir aussi un très bon podcast, si encore une fois ce sujet vous intéresse, et notamment dans les cercles militants, qui s'appelle Priorité à droite. Et alors moi j'en ai écouté un là qui donne la parole à une personne qui fait du show drag et qui parle justement des call-out dans les communautés queer. Et franchement tout ce qu'il disait, j'étais là, il a trop raison. Il a trop raison. Donc c'est ce podcast-là que vous trouvez sur toutes vos applis de podcast. Celui que j'ai écouté, c'était celui-là, celui qui est sorti le 23 août, Trigger Warning, espace safe et droit à l'erreur, une orthodoxie queer. Alors, le titre, il a l'air chiant comme ça, et c'est souvent que ce que je reproche au podcast militant, c'est que ça utilise des termes qui très souvent sont un peu répulsants, je trouve. Tu dis, oh non, on va encore écouter des gens qui vont nous parler de leur lecture d'un télo, tu vois, enfin, je trouve que ça rend le truc pas très accessible, mais donc moi au début j'ai eu un peu peur. Celui-ci il est trop intéressant parce que donc il y a une personne qui parle de la façon dont les trigger warnings sont utilisés. Vous savez, trigger warning, c'est le fait d'annoncer avec TW ou trigger warning le fait que vous allez parler d'un sujet, par exemple dans je sais pas, en live, dans cette vidéo YouTube, dans cet épisode de podcast ou sur scène. Et donc il y a des artistes queer aujourd'hui qui font du stand-up ou qui font du show drag par exemple, sur des plus ou moins grandes scènes qui peuvent être suivies par du grand public comme des personnes queer, et qui vont traiter, parce que le show drag c'est aussi quelque chose qui souvent parle de l'intime, qui vont parfois traiter de je sais pas, des violences sexuelles qu'ils ont pu subir, de la transphobie, ça peut être des questions de je sais pas, d'identité de genre aussi, et du coup il y a beaucoup de personnes qui enjoignent à mettre des trigger warnings au début du spectacle. Genre trigger warning violence sexuelle, trigger warning inceste, trigger warning viol, trigger warning ce que vous voulez, quoi. Et donc là, la personne qui est interviewée dans cet épisode-là, que je vous mets en lien aussi dans le chat, c'est une personne qui fait de la scène de cette façon-là et qui parle de sujets qui sont durs et qui pourraient nécessiter des trigger warnings. Et son point de vue sur les trigger warnings, je suis full d'accord. Et c'est hyper intéressant la façon dont il en parle. En gros, moi, mon point de vue sur le trigger warning, c'est que dans la vraie vie, il n'y a pas de trigger warning, en fait. T'es confronté dans la vie quotidienne à des choses qui vont être violentes pour toi et qui vont réveiller potentiellement des traumatismes. Les trigger warnings, ils sont utiles particulièrement quand on parle à des personnes qui ont vécu des choses traumatisantes dans leur vie, et ça crée des troubles psychologiques par la suite qui peuvent donner lieu à des crises d'angoisse, des malaises, des cauchemars et des terreurs nocturnes. Voilà, ça réactive en fait, ça trigger, ça réactive le traumatisme, comme si on était en train de revivre l'événement
au moment où on a une évocation du thème, quoi. Et donc, moi, mon point de vue par rapport au trigger warning, il est celui-ci, c'est que dans la vraie vie, il n'y a pas de trigger warning et que donc il y a une nécessité, je pense, à se confronter au sujet qui nous semble difficile. Aussi parce qu'il y a des études scientifiques aujourd'hui qui montrent que le fait de ne pas être confronté à ces sujets-là a tendance à aggraver les crises de stress post-traumatique. Moins t'es confronté à l'inconfort et au malaise que tu ressens vis-à-vis d'un souvenir traumatique, plus tu vis ce souvenir traumatique violemment, en fait, quand tu vas y être confronté. C'est un peu comme quand t'arrêtes de manger du gluten. Si t'arrêtes de manger du gluten et que 6 mois plus tard, tu bouffes une pizza, en fait, ton bide, ton microbiote, il sera complètement déshabitué au fait d'avoir eu du gluten, de la farine de blé, et tu vas faire une crise de l'enfer. Là où si t'avais conservé un petit peu de gluten et de farine de blé dans ta vie au quotidien, les crises seraient moins importantes. Aujourd'hui, on sait que les trigger warnings, ils ne sont efficaces que dans certains contextes. Et le problème qu'on a dans certains milieux militants, c'est que des personnes veulent imposer le trigger warning à absolument toutes les sauces, ce qui vient aussi verrouiller la parole des victimes. Et donc ça pose d'autres questions, tu vois. Ça vient silencier des personnes qui ont vécu des choses et ça vient donc mettre une chape de silence sur des sujets sur lesquels il faut lever le tabou. Et donc dans les milieux militants, il y a à la fois cette volonté de continuer à parler des sujets qui sont difficiles, parce que sinon ça vient nier les vécus de plein de gens, et ça ne permet pas de lever le tabou sur les questions d'inceste, de viol, etc. Et le côté systémique aussi, tu vois. Parce que moins il y a de gens qui en parlent, moins on a l'impression que les gens vivent ça. Or, plus il y a de gens qui en parlent, plus on se rend compte que les gens subissent ça et que c'est un problème de société. Donc, non seulement il y a cette nécessité de garder ça dans le débat public et de laisser les personnes qui s'estiment victimes pouvoir raconter leur histoire, mais en plus, il y a une réalité scientifique derrière qui relève là aussi du mieux-être des gens, qui est que si on veut que les gens vivent mieux leur traumatisme, il faut les accompagner dans la gestion de ces traumatismes par, ça peut être du suivi psychologique, psychiatrique, et aussi par le fait de ne pas moins les confronter à ça, parce que moins les confronter, ça voudrait dire qu'ils le vivraient de façon encore plus violente, quoi. Voilà, désolée, j'étais un peu long, mais... donc, en ça, je vous recommande cet épisode sur espace safe et droit à l'erreur. Ça parle du coup aussi de la possibilité dans les associations d'accueillir, et dans les communautés, même si c'est pas des associations, ou dans les espaces de travail aussi, tu vois, ça peut être ça, de comment est-ce qu'on accueille des témoignages de violence, comment on les prend en charge. Très intéressant. Les stratégies d'évitement qui deviennent de plus en plus envahissantes aussi. Ouais, carrément. Ouais, exactement, haineux. Ils en parlent justement dans ce podcast-là. Je sais pas si tu dis ça parce que tu l'as écouté, mais ils en parlent, ouais. Ça me tend un peu les gens qui disent qu'il y a des personnes irrécupérables, genre ok, les structures, le droit aux soins, du coup on met en zonze les gens avec des maladies mentales à risque. Oui, je voulais pas trop rentrer sur la question de la justice restauratrice, mais moi aussi je suis persuadée qu'on peut trouver des solutions qui ne sont pas la prison. Je travaille dans l'édition et insupportable cette question du trigger warning dans les livres, bientôt trigger warning, mort violente dans les thrillers. Non mais Lady Héroïne, tu vois ? Et c'est un vrai... en fait, il y a des espaces dans lesquels c'est important de pouvoir mettre des trigger warnings, mais là, c'est à n'importe quelle sauce, ça n'a aucun sens. Nous, chez Mademoiselle, quand je bossais chez Mademoiselle, non mais c'était au point, les gars. Le titre, on recevait des témoignages de meufs, parce que Mademoiselle recevait beaucoup de témoignages de lectrices. On recevait des témoignages de meufs qui venaient nous raconter des histoires qui étaient compliquées, des choses qu'elles avaient vécues. Ça pouvait être de l'inceste, du viol, des choses comme ça, tu vois. Même du viol conjugal, ou voilà. Et quand elle nous racontait ça, nous, on mettait pas de trigger warning, parce que littéralement, le titre, c'était, je sais pas, comment j'ai découvert que mon copain était un violeur. D'où tu mets un trigger warning sur un titre comme ça, en fait? C'est cool. Enfin, en fait, le titre, tu vas le lire dans tous les cas. Donc, tu vois le titre, ne lis pas l'article. Tu vois, c'est vraiment... T'as un truc de... Vraiment, a priori, c'est très simple. C'est vraiment
très simple. Et je suis désolée, tu sors dans la rue, tu regardes la télé, t'écoutes la radio, tu regardes une série, dans tous les cas, tu vas être confronté à des histoires de viol, d'inceste, de relations violentes entre les gens. Donc dans tous les cas, ton quotidien, il te rappelle parfois à ces traumatismes-là. Donc c'est... Là, tu vois, nous, on était... Enfin, je sais qu'il y avait une défense de l'équipe de rédaction par rapport à ça, qui était de dire, vraiment, on va pas mettre un trigger warning sur un titre. Vous voulez pas lire l'article, lisez pas l'article, quoi. Est-ce qu'on est obligé de voir ça tout le temps? Moi, DSL, mais parfois, je veux pas voir ça. Non, mais bien sûr, moi, en fait, je comprends ça, Gwinaman, mais du coup, lis pas. Tu lis pas le truc. Il y a le titre, tu lis pas le truc. Parfois, j'ai pas envie d'être responsable de montrer ça à quelqu'un. Ouais, je comprends. Après, moi, je vous dis, moi, ça, c'est ma position. Vous en faites absolument ce que vous voulez. Moi, je vous dis, c'est aussi une position militante qui est liée au fait de pas silencier les problématiques qu'on a dans la société, quoi. J'ai invité une pote au ciné, elle a passé sa pire soirée aussi parce que j'ai suivi une reco de Mimi sans vérifier. Ah ouais, ok. Ouais. Bah, alors, justement, une des takes du gars dans le podcast, je suis full d'accord avec ça. Il dit, c'est votre responsabilité de vérifier. Et je pense que je suis d'accord avec ça. Vous savez que vous êtes dans une société qui est violente, où il y a ces problématiques de société. Et lui, du coup, ce qu'il dit, et je pense que je suis d'accord avec ça, c'est en fait, vous savez que vous vivez dans cette société et que du coup, ce que vous allez consommer culturellement, il est possible que vous soyez confronté à ça. C'est votre responsabilité d'aller vérifier s'il y a des choses qui pourraient vous choquer dedans. Littéralement, lui, il fait un drag show. Il parle de l'intime, il parle de son rapport au genre, et il y a malheureusement énormément de personnes qui ont un rapport au genre qui n'est pas hétéro-normé, cis-normé, qui ont vécu des violences sexuelles. Quand tu vas voir un spectacle, un drag show, tu sais qu'il y a peut-être un moment où tu vas être confronté à ça. Et donc lui, ce qu'il dit, c'est vraiment, c'est votre responsabilité de checker ça avant, et je pense que je suis d'accord avec lui, quoi. C'est pour ça que parfois, moi, je recommande pas un film, je vais dire que ça m'a touché, mais je le recommande pas. Ah ouais, complètement. Franchement, le trigger warning avant Blink Twice, je l'ai apprécié parce que j'ai vu tout ce qui se passe en ce moment. Il y a des moments où je ne peux juste plus supporter de voir des VSS, donc c'est bien de pouvoir choisir quand c'est possible. Cependant, perso, sur le Discord de Louise, j'ai demandé à ce que les publications sensibles soient mises en spoiler, avec une petite description de ce à quoi on peut s'attendre, histoire que quelqu'un ne tombe pas sur un gros dessin de tub réaliste quand IL n'est pas préparé. Il y a des gens qui font des dessins de tub réalistes? Ah bon? Oui, nous sommes des adultes, stop l'infantilisation. Bah, il y a un peu de ça. Franchement, il y a un peu de ça. Je suis d'accord avec ça. Là où je nuance, c'est déjà d'une, en aucun cas je vous dis oh là là, si vous utilisez des trigger warnings, vous êtes des grosses merdes. Enfin vraiment, il y a vraiment chacun fait ce qu'il veut, quoi. Moi, je vous dis, c'est mon utilisation à moi du trigger warning. Je milite pas spécialement pour une chose ou pour une autre, tu vois. Enfin, vraiment, vous faites ce que vous voulez. Je vous dis simplement, moi, quel est mon point de vue militant sur ça. Et après, un des PTSD que j'avais à un moment et qui est passé avec mon suivi psy, c'est que mes premières années à Paris, je prenais souvent le métro, même à des horaires tardifs. Et toutes les personnes qui prennent les transports en commun savent que il y a forcément un moment dans ta semaine où tu vas être confronté à un ref qui est complètement bourré. Mais bourré de chez bourré, qui a un comportement un peu flippant, imprévisible, tu sais pas trop s'il va s'adresser à toi ou s'il va se faire du mal. Et moi, moi, en fait, à chaque fois, ça m'activait de voir une personne qui était dans cet état-là dans les transports en commun, et j'étais mal pendant 3 heures après, en mode, soit ça pouvait me créer une crise d'angoisse, une crise de pleurs, ou vraiment j'étais en mode freeze pendant 3 heures parce que j'étais dans l'état de peur, quoi. C'est un PTSD que j'avais, qui était lié à mon histoire avec mon daron et avec son alcoolisme avancé, quoi. Et
Le truc, c'est que c'est pour ça que je vous dis que dans la vraie vie, vous pouvez pas mettre de trigger warning. Le ref, quand il arrive bourré dans la rame de métro et que vous savez qu'il vous reste encore 20 minutes de métro, déjà, vous avez la possibilité de changer de rame. Mais moi, à aucun moment, le ref, il rentre et il dit « Trigger warning, alcoolisme !» Trigger warning, état d'ébriété, trigger warning, dinguerie. Bon, bah là, en fait, moi, ma responsabilité, la seule responsabilité que j'ai dans cette situation, c'est je peux changer de rame. Bah, je vais changer de rame, et oui, ça m'aura activé, et en fait, bah, tant pis pour moi, c'est arrivé. Et moi, c'est quelque chose que j'ai eu la chance de pouvoir traiter avec ma psy, et qui s'est lissé, parce qu'au bout de la deuxième fois où ça m'est arrivé à Paris, j'ai fait... Est-ce qu'on peut ne pas ? Et en fait, on a travaillé là-dessus et depuis ça va. Enfin, tu vois, mon cerveau, il a compris que y aurait des gars comme ça régulièrement qui rentreraient dans le métro et que ça se passerait et en fait c'est pas grave, ça ne me met pas en danger imminent en fait, parce que quand t'es activé, c'est que t'as l'impression que t'es en danger imminent. Ton corps il se met pour les gens qui savent pas ce que ça fait, ton corps il a l'impression que là il va t'arriver un truc grave, donc il se met en stratégie de survie quoi. Mais après, moi aussi, j'entends, tu vois, les personnes qui disent, bah oui, mais justement, s'il y a déjà ces trucs qui m'arrivent dans la vraie vie, bah les espaces où je peux m'éviter de subir ça, bah je préfère qu'on me prévienne. Écoutez, franchement, j'entends et moi, c'est simplement que je vous dis, moi, c'est pas mon mode de pensée, c'est pas mon mode de fonctionnement. Parce que, bah ouais, encore une fois, moi je m'en rends compte, du coup, avoir été confrontée plein de fois à cette situation-là, d'avoir un ref complètement rebou dans la rame, bah ça l'a lissé en fait. Ça a lissé ce PTSD. Il y a un moment où non seulement j'ai eu la chance que ça marche de travailler dessus avec la psy, tu vois, mais en plus, bah en fait, au bout de la 5e fois où ça t'active, t'es là... Oh En fait, il y a un moment où parce que t'es confronté à ça, en fait, ça devient moins choquant, tu vois. Ça devient moins choquant. Moi, ça a fonctionné comme ça. Je dis pas que ça fonctionne comme ça sur tous les gens, d'accord, ok, mais bien entendu, en plus, c'est comme dit Chocholune, c'est épuisant quand ça s'active. Mais voilà, après, je vous dis, c'est mon mode de fonctionnement. C'est à ça que servent les bandes annonces et les synopsis. Tu annonces aux spectateurs les thématiques proposées où elle choisit de regarder ou non. C'est pour ça que j'ai une copine qui sort jamais sans son casque de musique. Elle est trigger par tellement de trucs que c'est insupportable au quotidien. Oh la pauvre, hein. Oh, la pauvre. Pour la vérification de trigger warning, il existe une appli qui s'appelle Did the Dog Die qui recense de manière participative les différents trigger warnings de films et séries et c'est gratuit. Ah bah voilà, pour les gens qui peuvent être un petit peu plus sensibles à ça, quoi. J'espère qu'en 2025, on n'aura plus besoin de débattre du trigger warning. C'est quand même mal barré, hein. C'est quand même mal barré. Mais c'est pour ça que je vous recommande particulièrement cet épisode-là de Priorité à droite, c'est parce que, en fait, c'est aussi, il parle de safe space, d'espace safe, qui est en fait, moi, dans la lignée de ce que je suis en train de vous dire, forcément, pour moi, ça n'existe pas une safe place, un safe space. Ça n'existe pas un endroit dans lequel tu ne subirais absolument aucune violence et tu ne serais jamais triggered. Et donc, c'est en ça que je vous dis, moi aussi, c'est plutôt une philosophie, c'est un mindset. Purée, je me déteste. C'est aussi un mindset, tu vois, enfin, de ce mode de pensée-là. Je suis d'accord, les stratégies d'évitement, c'est jamais la solution sur le long terme. Bah, et puis, il y a une personne qui en parlait, mais les stratégies d'évitement, ça te pourrit la vie. Et il y a un exemple qui est pris, je sais plus si c'est dans celui-là ou dans un autre épisode que j'ai écouté, des stratégies d'évitement que, par exemple, tu mets en place ton corps et ton cerveau quand il t'est arrivé un événement traumatique, ton corps et ton cerveau vont mettre en place un repli. Le repli va être progressif. Si par exemple tu passes par un jour tu t'es dans la rue et tu te fais piquer ton iPhone. Tu te fais piquer ton iPhone dans ce contexte-là. C'est un événement violent qui te traumatise et ça te crée un petit PTSD, ok ? La stratégie d'évitement que tu vas mettre en place, c'est que, en fait, la prochaine... Imagine, ce truc-là t'arrive en soirée. La prochaine fois où tu devras passer par cette rue-là en soirée, tu passeras plus par cette rue-là en soirée. Et puis, progressivement, tu passeras plus du tout par cette rue-là, même en journée. Et donc, tu vas carrément plus du tout aller dans cette rue où il t'est arrivé cette chose-là pour pas te reconfronter à ce moment traumatique. Le problème du coup c'est que ça crée un repli sur toi et ça résout absolument pas ton souci parce que demain tu passes dans une autre rue et tu vois un mec qui se fait tirer son iPhone, ça va faire que réactiver.
Donc les stratégies d'évitement, malheureusement, confrontées au quotidien et à la vie réelle, elles sont pas très efficaces. Il y a quelques formes de thérapie qui peuvent être efficaces sur les événements traumatiques, surtout sur des événements traumatiques qui se sont passés en one shot, genre t'as eu un accident de voiture, on t'a piqué ton téléphone, t'as eu une agression, tu as subi des violences sexuelles pendant un court, soit en une fois, soit un court temps. Par exemple, l'ICV, l'intégration des cycles de la vie, ou le MDR, qui sont des reprogrammations de ton cerveau, ça a des résultats qui sont intéressants par rapport au PTSD, et au moment où du coup ces situations activent des émotions comme si tu étais en train de revivre cette situation-là, quoi. Donc moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, si vous sentez que vous avez des situations qui vous activent, qui vous provoquent ces émotions-là de façon très forte, c'est, si vous en avez les moyens, d'aller voir des psys qui sont spécialisés dans le traitement des traumatismes, même si pour vous c'est un petit traumatisme, mais en fait cette stratégie d'évitement, elle vous pourrit la vie potentiellement, quoi. Surtout si elle vous fait faire une crise d'angoisse à chaque fois que vous êtes confronté à ça. Donc si vous en avez les moyens, je vous dirais d'essayer. Ça marche pas sur tout le monde, mais il y a quand même des gens sur qui ça marche, et en vrai ça peut vous sauver la vie, en fait, de plus être confronté à ce PTSD, de trouver des psys qui peuvent être spécialisés soit en ICV soit en EMDR. Peut-être que ça peut vous aider. D'un autre côté, c'est aussi bien d'avoir un peu de latitude pour choisir les moments où tu te confrontes à tes traumas. Complètement, Ezoc. Je suis d'accord avec ça, c'est clair. Parfois, c'est même pas du tout du traumatisme, c'est que j'entends parler de viol toute la journée déjà. Ah, mais Gwynaman, mais attends, mais moi, tu sais, d'une certaine façon, je suis dans je vous dis ça, moi, je suis dans une stratégie d'évitement. Vous n'imaginez pas le nombre de comptes militants que j'ai unfollow ces dernières années. Parce que en fait, il y a tellement de seum, de violence, de colère, de dinguerie, que je ne peux plus me confronter à ça au quotidien, quoi. Tu dis que le MDR marche surtout sur les traumatismes qui sont arrivés en une fois. Ouais, le MDR, en fait, c'est plutôt sur des courtes périodes, des traumatismes de courte période ou qui sont arrivés ponctuellement, ouais. Quand tu passes de l'affaire Mazon à Blink Twice, ta journée, elle est rude. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je suis complètement d'accord avec ça, hein. Et c'est pour ça, moi, je vous dis ça, quelque part, moi aussi, je suis dans cette stratégie d'évitement, quoi. Vous savez, c'est pour ça que je vous recommande quand même ce petit podcast, La priorité à droite. Je trouve qu'il y a des choses très très intéressantes sur la façon dont vous pouvez le mettre en œuvre, vous, dans votre vie, quoi. Mais moi, j'ai envie de vous dire aussi, soyez optimiste sur le travail que vous pouvez faire sur vous-même et sur des choses que vous avez l'impression de subir en vous-même. Moi, il y a tellement de fois où j'ai l'impression que mon corps est juste un vaisseau que je n'arrive pas à piloter. C'est très frustrant, et pour autant, il y a beaucoup de choses que j'ai faites pour essayer de piloter ce vaisseau, qui me font me rendre compte que, en réalité, il y a des choses sur lesquelles j'ai réussi à travailler. Et après, alors, je vous dis ça, mais il n'y a pas très longtemps, ça m'est arrivé, tu vois, d'être encore confrontée à ça. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à une terrasse dans un café-resto, et il y a une famille qui s'est assise juste à côté de moi. Et le père, il était raide, bourré. Et en fait, j'ai eu une réminiscence à ce moment-là, parce qu'il était exactement... Et il disait exactement le même genre de truc que mon père, il disait quand il était raide bourré, tu vois. Et ça m'a activé fort, parce que là, il y avait le parallèle, il était vraiment chaud, quoi. C'était vraiment, je me voyais à la place des gamins qui étaient assis en face du daron, quoi. Et ça n'empêche pas, du coup, tu vois, que je puisse être réactivée de temps en temps. Il y a des moments où t'es plus sensible. Mais je sais que le travail que j'ai fait sur moi, il m'a quand même beaucoup aidé, quoi. C'est ça, en plus, les réminiscences, elles peuvent surgir à des moments inattendus, pas nécessairement quand tu es confronté à des trucs obvious de violence. Ouais, carrément. Carrément. Et puis bon, bah voilà, après, ça m'a trigger pendant 3 heures, et puis c'était passé, quoi. Enfin, tu vois, chacun vit les choses aussi à sa manière. Croyez en votre résilience. Croyez en votre résilience, c'est ça que je veux vous dire. On a une capacité de résilience et de digestion des événements difficiles qu'on sous-estime parfois, franchement. Scientifiquement, on a montré qu'avoir un groupe social stable et de confiance permet fortement de se confronter à ces violences. Ah ouais, ça m'étonne pas. Je pense que c'est très vrai, bien sûr. Il y a des moments où t'es très bien entouré, et où du coup, c'est moins difficile pour toi d'avancer sur ça, quoi. Vous n'avez pas idée de la marge de progression que vous pouvez atteindre avec de l'espoir, un bon accompagnement et du travail, carrément, ouais. En bref, le trigger warning est un outil, il est intéressant dans certains contextes, mais il faut pas le sacraliser, en abuser, voilà. Complètement. J'ai fait 2 séances EMDR et j'ai l'impression que ça m'a beaucoup aidé, dit Chocholune. Ah, bah c'est cool d'avoir des gens aussi dans le chat qui ont
qui ont testé des méthodes qui ont fonctionné. J'ai une amie qui a failli ne plus jamais marcher et elle a tellement persévéré et eu un accompagnement médical au top. Maintenant, elle peut faire des petits trajets entre son fauteuil et sa cuisine, par exemple. Et franchement, chocholine, ouais. La résilience, c'est ce dont ma sœur m'a souvent parlé, considérant les épreuves au travers desquelles on est passé dans notre enfance et notre adolescence. Oui, carrément, Lendel, carrément. Sur OkCupid, je suis tombée sur le profil d'une dame paraplégique qui a fait la pub d'un docu où elle apparaît, ça s'appelle « Je marcherai jusqu'à la mer » et ça parle de son combat pour l'autonomie et l'exploration de sa sexualité. Oh, ça doit être intéressant ça aussi. Marie a dit « Les IST qui t'ont pas tué t'ont rendu plus fort ». Je te jure, Harris. Exactement, il faut croire en notre force malgré nos faiblesses, pour faire simple, oui. J'ai une ex qui a suivi une formation d'hypnothérapeute. Bon, elle est pas à Paris et puis elle s'est fait virer de la formation parce qu'elle a proposé un plan A3 à un autre élève, mais elle était sympa. Elle est incroyable ton histoire, Ezok. Après, Bellec avec la résilience, à ne pas trop responsabiliser et culpabiliser les gens qui ont du mal à se relever. Mais c'est pour ça, haineux, que je dis ça aussi, c'est que je dis chacun son rythme. C'est que, franchement, bah, tu vois, moi, il y a des trucs sur lesquels ma capacité de résilience, elle est nulle à chier. Bon, plan A3 sous hypnothérapie, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Franchement,